Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être présents chez Filigrane aujourd'hui pour notre rencontre littéraire du jour. Aujourd'hui, je suis particulièrement contente d'être là parce que c'est une auteure que j'apprécie particulièrement qui est là ce soir. Il s'agit de Véronique Ovaldé. Si vous ne l'avez pas encore lu, faites-le déjà. Mais vous en avez certainement déjà entendu parler, tout simplement parce qu'elle a plein de talent et que donc elle a reçu plein de prix. Ce que je sais de Vera Candida, Des vies d'oiseaux et Mon cœur transparent, Déloger l'animal sont autant de titres que vous devez absolument lire très très prochainement. En plus de ça, elle est éditrice, on le sait un petit peu moins, donc il est important de le préciser. Et malgré tout, elle trouve le temps d'être avec nous ce soir pour nous parler de son dernier livre, La grâce des brigands, publié aux éditions de l'Olivier. Donc merci à vous d'être là, mais surtout merci à vous, Véronique Ovaldé. Merci. C'est un vrai grand plaisir pour nous. Et je ne suis pas la seule de l'équipe à le penser. Juste avant de commencer, je vais juste vous demander deux petites choses. Déjà, je vous préviens qu'il n'y aura plus de boissons chaudes, parce que ça fait un bruit horrible et du coup, ce serait vraiment pas super sympa. Et ensuite, je vais vous demander de mettre vos téléphones portables sur silencieux, ou même de les éteindre, si ça ne vous dérange pas. Tout simplement pour qu'il n'y ait pas de petites nuisances sonores. Et plus personne ne prend de boissons chaudes, en fait. Voilà, on est déjà à l'heure de l'apéro, donc c'est nickel. Donc, est-ce que je peux vous demander de nous raconter votre livre en 2 mots, pour les personnes qui ne l'auraient pas encore lu? En 2 mots? Ou même en 4. C'est compliqué toujours comme exercice. La grâce des brigands, c'est l'histoire de Maria Christina Vehetonen, qui est... c'est son itinéraire, en fait, de sa naissance à 1994. Elle est née dans les années 60. Et elle est née dans un petit village du nord du Canada, dans un petit village ménonite, un petit village très archaïque. Elle a vécu dans une famille un peu compliquée, une famille où on était cadenassé quand on vivait là. Et elle a décidé très jeune, envers et contre tout, de devenir écrivain. Et quand à 16-17 ans, elle a eu une bourse pour partir aux États-Unis, elle est partie. Elle est partie en Californie, donc en 76. Et la Californie en 76, c'était pas rien. Los Angeles en 76, c'était pas rien. Et donc elle a vécu là-bas. Et elle est devenue extrêmement célèbre avec le premier roman qu'elle a publié, qui était un roman autobiographique qui s'appelait La vilaine sœur. Et après, on aura donc tout l'itinéraire de ce personnage avec toutes les péripéties, tous les accidents de la vie qui vont survenir dans l'existence de Maria Christina Vehetonen. Alors, vous l'avez entendu, le premier livre qu'elle a publié, donc l'héroïne bien sûr, s'appelle La vilaine sœur. Et la première chose à laquelle ça m'a fait penser, c'est une espèce de conte de Grimm. Parce que c'est un vrai parfait titre de conte. Et quand on vous lit, vous avez vraiment une espèce de position hyper particulière dans le paysage littéraire français. Parce que vous avez une veine un peu loufoque, très fantasque, pleine d'imagination, qui se rapproche plus du réalisme sud-américain que de l'écriture française un peu bien pensante et un peu nombriliste. J'aime bien la voix que vous prenez au moment où vous parlez de l'écriture française un peu bien pensante. J'ai certaines références en tête quand je dis ça. Et du coup, je me demandais si ça vous donnait, si vous aviez la volonté d'écrire des espèces de contes modernes, un peu à la Grimm, c'est-à-dire assez cruels, mais en même temps éclairants et pleins de fantaisie. Non, je pense qu'il n'y a pas une volonté de ma part là-dessus. C'est simplement que depuis toujours, à la fois ce que je suis et ce que je lis, ce que j'aime, ce que j'écris, ce que je dis, en fait, ça passe par là. C'est-à-dire, en fait, je suis quelqu'un qui a une grande confiance dans l'imaginaire non seulement, mais dans l'invention, dans la fiction. L'invention, c'est très important pour moi en littérature. Mais je peux apprécier les gens qui parlent comme ça et qui écrivent des livres comme ça. Mais en fait, au fond, je crois que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est quand même la fiction, l'invention d'un récit, comment ça fonctionne et ce que ça nous apporte. Pourquoi, après avoir lu certains romans, on a grandi? Pourquoi on a appris des choses plus en lisant des textes, en lisant Courrier International, en fait. Pourquoi est-ce qu'on comprend mieux l'Afrique en lisant Ben Okri qu'en lisant Courrier International? Je ne sais pas, c'est mystérieux et j'aime bien ça, cette énigme-là. Et
Et du coup, voilà, c'est toujours vers ça que je me suis penchée, d'une part. Et alors, le conte, ça a toujours été présent dans ma vie, le conte, mais comme pour tout un tas de gens autour de nous, c'est important, ces choses-là, puisque c'est nos premières lectures. Donc, la vilaine sœur, évidemment, c'est dans la première phrase du roman, donc c'est très important, la vilaine sœur. C'est la vilaine sœur de Cendrillon, les vilaines sœurs de Cendrillon. Mais... Donc évidemment, le conte, c'est très important parce que c'est mythique et mythologique à la fois. C'est le récit fondamental de toutes nos histoires, l'histoire de nos vies. Et puis je me permets plein de digressions. Je pense que ça a plein de défauts, en fait, cette façon de faire, mais la qualité que ça a, ma façon d'écrire, c'est que c'est très libre, en fait. Donc je me sens libre de prendre un peu à droite à gauche et je prends dans le conte, je prends dans les romans du bout du monde, je prends à droite à gauche parce que j'ai fabriqué ça toute seule, parce que je ne suis pas allée à l'école très longtemps et que j'ai fait ça, en fait, voilà, comme une grande, mais toute seule. C'est vraiment intéressant que vous parliez de ça parce que, en parlant de reprendre plein de choses un peu partout, la narratrice dit de Maria Cristina qu'elle est la fille qui dit non. Et ça m'a vraiment interpellée parce qu'une autre fille qui dit non, c'est Antigone. Et pas n'importe laquelle, c'est l'Antigone d'Anouilh. Pas celle de Sophocle, qui elle s'oppose aux dieux, mais celle d'Anouilh qui s'oppose justement aux hommes, même aux membres de sa famille. Et je me demandais s'il y avait, de façon consciente ou pas, une espèce de réécriture à votre sauce d'Antigone, parce que mine de rien, Maria Cristina, c'est pas celle qui ensevelit son frère, mais c'est celle qui sauve son neveu, lequel est tout de même caché sous une couverture. Alors ça c'est drôle, mais alors j'aime bien parce que j'aime bien l'idée qu'en fait chacun fait ce qu'il veut avec le texte qu'il est en train d'écrire. J'avais jamais pensé à ça. Cela dit, le Antigone d'Anouilh, quand je l'ai lu, j'avais 14 ans, j'ai trouvé ça magnifique, mais j'ai jamais pensé à Antigone en écrivant ce roman, mais alors jamais une seule seconde. La fille Guillon, c'est juste un éditeur que je connaissais très bien, qui un jour a dit ça de moi parce que je lui refusais des textes, je lui refusais d'écrire pour lui, travailler pour lui, etc. Il m'avait dit, vous êtes la fille qui dit non. Et donc, c'est pour ça que dans le roman, il y a Maria Cristina Veetonen qui, à un moment donné, devient la fille qui dit non, toujours. Et donc, c'était pas du tout lié à Antigone, mais ça me plaît beaucoup parce que finalement, je crois qu'en fait, on a des figures tutélaires comme ça très importantes dans nos vies. Et Antigone, quand j'ai découverte quand j'avais 14 ans, a été une figure très importante pour moi, évidemment. C'était pour moi la vraie rebelle. Donc, mais j'avais pas du tout pensé à cette histoire de couverture et de neveu et de ensevelir son frère, etc. Non, ça surtout pas. Mais ce qui est intéressant d'ailleurs quand on écrit un roman, quand on écrit de la fiction, c'est qu'on écrit beaucoup aveuglément. Et surtout, faut pas y penser. Faut pas penser à Antigone au moment où on écrit ça. Je pense que c'est très important. Sinon, on est dans une démonstration donc ça devient didactique en effet et ça devient évidemment très ennuyeux pour celui qui le lit. Donc, c'est très bien d'avancer dans l'obscurité. Je pense que c'est un bon truc pour écrire des romans. D'où la spontanéité qu'il y a toujours dans votre écriture, qui va vraiment, qui s'envole en fait, qui va dans plein de sens différents. Et du coup, ça me ramène à une autre question en rapport avec l'écriture, c'est que la narratrice, d'habitude, traditionnellement, le narrateur, c'est aussi le personnage principal. Ici, c'est pas le cas. Comme dans Le Grand Maulne, par exemple, le narrateur raconte l'histoire du véritable personnage principal, en l'occurrence Maria Cristina. On aurait d'ailleurs pu, entre parenthèses, appeler le livre « Ce que je sais de Maria Cristina » parce que tout est écrit de façon indirecte. C'est, voilà, ce que j'en ai appris, tout ce que je vais vous dire, c'est une hypothèse, c'est pas la vraie histoire. Et je me demandais si cette façon de choisir un biais pour raconter son histoire, c'est parce que finalement, c'est la seule façon d'approcher la vérité de l'autre. C'est par approximation, c'est par interprétation. Ah oui, ça j'en suis sûre. Alors en même temps c'est drôle parce que quand je l'ai écrit, j'ai pas du tout pensé à ça non plus, encore une fois, pardon. Mais en fait, cela dit, pour avoir beaucoup lu quand même de la littérature fin 19e, il y avait beaucoup ça dans cette littérature en effet, c'est que le narrateur était celui qui regardait et qui rapportait. Et il n'était jamais dans l'action. Donc ça, c'était quand même très très courant. À un moment donné, c'est devenu le narrateur acteur. C'est vraiment quelque chose qui est venu au cours du XXe siècle. Parce qu'avant, c'est vraiment quelqu'un qui rapportait une histoire.
Donc moi j'ai beaucoup aimé toutes ces histoires-là, toutes ces nouvelles un peu étranges qu'il y avait, enfin toutes les nouvelles fantastiques du début du XXe, de la fin du XIXe, où on avait le narrateur qui racontait une histoire complètement délirante à laquelle il avait assisté. Donc ça c'est une chose importante en effet, à laquelle je pensais pas au moment où j'écrivais, mais en fait je pense que c'était très 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 important, ça c'est resté très important pour moi, parce que toutes nos lectures d'enfance restent un terreau, j'allais dire, très, très riche pour nous. C'est pour ça qu'il faut faire lire nos enfants. C'est très important. Et pour le reste, en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, dans un livre comme celui de La Grâce des Brigands, en fait, le personnage de Maria Cristina est une espèce de personnage secondaire, finalement. C'est le personnage dont on va raconter l'histoire, mais ce qui est important, c'est le regard qui est posé sur elle. C'est en effet ce qu'on sait d'elle. Ce qui m'intéressait, c'est la façon dont on raconte l'histoire de quelqu'un. Comment les gens racontent leur propre vie. Comment les gens racontent leur itinéraire. Moi, j'ai toujours été tout à fait fascinée par la façon dont on raconte sa propre vie quand on rencontre quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis 20 ans. On le croise dans la rue, on ne l'a pas vu depuis 20 ans, et il nous dit mais qu'est-ce que tu es devenu ? Et on lui dit, en 3 phrases, ce qu'on est devenu. Et lui, il fait pareil. Et là, on a l'impression que sa vie, à lui, elle a été super déterminée, hyper claire. Il n'y a pas eu d'aspérité. Alors qu'on sait nous-mêmes de nos propres vies, qu'elles sont pleines de stases, pleines de 3 pas en avant, 2 pas en arrière, pleines de virages pas toujours très clairs. Et on a l'impression que la vie de l'autre, elle a été ultra déterminée. Donc j'ai toujours été très intéressée par ça, mais je voyais aussi, parce que moi-même, quand on faisait ma propre biographie dans des trucs du genre... Enfin, j'en sais rien, le Woozoo, les Wikipédia, les conneries comme ça. Donc du coup, en fait, je voyais ma biographie, j'avais l'impression que depuis toujours, j'avais voulu la même chose, que j'étais hyper déterminée. Alors que moi, je savais de ma vie que c'était une espèce de marécage un peu flou. Et donc, je trouvais ça toujours étonnant, la façon dont on raconte l'itinéraire des gens, la vie des gens, et sa vie à soi. Et donc là, en l'occurrence, ce qui m'intéressait dans La Grâce des Brigands, c'est comment ce narrateur, ce biographe, décide de raconter la vie de cet écrivain célèbre qui s'appelle Maria Christina Veetonen, qui est cet écrivain célèbre qui a publié donc La vilaine sœur à 17 ans, qui est devenu très très célèbre avec ce livre, qu'elle a publié en 1976. Et du coup, on a... tout à coup cette étrangeté de la relation du biographe avec toutes les hésitations, tous les doutes de la personne dont il va raconter l'histoire. Donc ça, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, la façon dont on construit nos existences et les existences des gens qui sont autour de nous. C'est intéressant cette façon de parler de construction d'une existence, parce qu'effectivement, Maria Cristina, elle a décidé de fuir son village, elle a reçu un petit peu d'aide de son père, mais elle était hyper déterminée. Un peu d'aide de son père, elle a reçu une phrase de son père qui lui dit « Surtout, n'obéis jamais ». Exact. Qui est quand même une phrase assez fondamentale quand c'est un père qui vous dit ça. Surtout ce père-là. Ce père-là, mais n'importe quel père. Un père qui te dit « Surtout, n'obéis jamais ». Il est allé un peu au-delà de ce que... Voilà, c'est un beau cadeau en même temps. Hein, parce que les parents, en général, te disent « Fais ce que je te dis ». Mais voilà. Et donc, elle a vraiment... On peut avoir l'impression qu'elle a une trajectoire toute tracée. Et pourtant, on sent tout au fil du roman que le hasard, il a été souvent là pour des rencontres, pour l'écriture, pour ce genre de choses. Et je me demandais si, pour vous, essayer de donner forme à une vie, donner... un sens au chaos d'une vie, finalement, c'était jamais qu'une tentative parce que le hasard est toujours là pour tout bouleverser. Ah mais si, bien sûr, c'est une tentative. Le hasard, c'est je pense, le fondement même de nos existences. C'est pour ça qu'il y a tellement d'accidents dans nos vies, tellement d'accidents dans la vie de Maria Christina Veetonen. J'ai du mal à faire avec... j'ai du mal à voir la détermination de nos vies, en fait. Parce que voilà, on a l'impression que ce personnage-là, c'est une petite jeune femme une petite jeune fille qui décide d'être écrivain. Et donc on se dit, voilà, elle a décidé, elle est déterminée, elle va le faire. Et puis c'est normal, elle se construit comme ça. Et on sait combien la fortuité, les hasards, les accidents de la vie font que c'est pas aussi simple que ça. Des belles rencontres parfois d'ailleurs, mais des choses aussi un peu douloureuses qui nous arrivent.
vont entraver un chemin comme celui-là. Donc c'était ça aussi évidemment qui m'intéressait. C'était la façon dont les événements surviennent et agissent sur nos existences. Alors, il y a une autre chose qui est vraiment extrêmement intéressante chez vous, c'est l'usage des prénoms. On en parlait tout à l'heure parce que la jeune fille qui est là s'appelle Alizée, mais Véronique Ovaldé avait compris Élisée. Et je me suis dit, c'est pas du tout un hasard parce que quand on a un tel sens du prénom, Lancelot, Oz, un des personnages s'appelle Judy Garland, mais parce que son vrai nom c'est Oz, Vera Candida, Maria Cristina, donc soit des prénoms composés, soit des prénoms insolites, c'est qu'il y a quelque chose à creuser derrière. Et je me disais, est-ce que cette façon de doubler les prénoms, ou alors de les mettre sous une espèce d'homonyme célèbre, comme Lancelot ou comme le magicien d'Oz par exemple, est-ce que c'est une façon soit de flouter l'identité, de dire que finalement, ça enlève un... C'est pas tel qu'on le croit, c'est beaucoup moins déterminé, ou bien alors c'est tout simplement une façon de montrer que par nos prénoms, on est porteur d'autres vies que la nôtre. J'en sais rien, ça, mais c'est vrai que les noms, c'est un truc qui est très particulier pour moi. Je me suis toujours dit... Un jour, j'ai lu que Roberto Bolaño, qui est un écrivain que j'admire beaucoup, avait dit qu'on ne fait jamais rien de plus important dans nos vies que de nommer nos enfants et nos personnages. Et je me suis dit, mais c'est exactement ça. J'ai fait 2 choses importantes dans ma vie. J'ai nommé mes enfants, je leur ai donné genre 22 prénoms chacun, c'est une horreur. Pour leur copie de bac, ça va être horrible. Et puis, j'ai nommé des personnages. Et je les nomme et je les double nomme en quelque sorte. Parce que souvent, ils ont plusieurs noms, plusieurs identités. Comme Judy Garland, le chauffeur de taxi, qui s'appelle Judy Garland parce que personne n'arrive à prononcer son nom. Il s'appelle Oz Mitsaversky. J'arrive à prononcer son nom. Oui, incroyable. Et c'est moi qui l'ai inventé en même temps. Mais du coup, c'était quelque chose qui a toujours été très important pour moi. C'est la façon dont les noms surviennent dans l'écriture d'un texte. Je sais que jamais je ne déroge à cette règle. C'est que le nom arrive et jamais je ne le changerai. Je me souviens quand j'ai écrit Et mon cœur transparent, il y a quelques années, la première phrase du roman, c'était « La femme de Lancelot est morte cette nuit ». Au moment où j'écris « La femme de Lancelot est morte cette nuit », je me dis « Oh putain, il s'appelle Lancelot. Je vais faire quoi avec ce nom? C'est ridicule, Lancelot. Comme nom, enfin, c'est pas facile à porter. » Et donc, le paragraphe d'après, c'était que sa femme l'appelait pas Lancelot, elle l'appelait Paul. Parce que Paul, c'était plus facile à porter. Bon, il s'appelait Lancelot, mais en fait, il portait Paul en général comme nom. Donc, il avait encore un double nom. Et donc, je me débrouille avec ça. C'est qu'en fait, c'est une espèce de surgissement. Le nom, je sais pas, c'est assez mystérieux pour moi et je préfère encore une fois avancer en obscurité avec les noms des personnages. Là, elle s'appelle Maria Christina Veitonen. Veitonen, c'est évidemment lié à plein d'autres choses, au lièvre de Vatanen. Voilà, il y a évidemment plein d'allusions à plein d'autres... Il y a plein de références, en fait, à chaque fois. Et ça me va, en fait, ça. La façon dont je construis un nom, en fait. Mais très vite, en fait, ça se construit de façon très, je sais pas dire, très intuitive, oui, intuitive, ça me semble le bon mot, ouais, c'est ça. Ça se construit de façon intuitive, un nom. Et dans le sens des autres références qui apparaissent, du coup, je me suis dit, forcément, le magicien d'Oz doit être à l'œuvre derrière. Et en y réfléchissant de plus près, oui, effectivement, Maria Cristina, elle a fui l'endroit où elle vivait, donc elle est en exil, un peu comme Dorothée. Et puis Claramunt, je me suis dit, c'est peut-être cette espèce de lion un peu peureux, un peu lâche. Il y a la maman... J'adore ça, en fait. C'est ça que j'adore quand tu écris un roman. Les gens lisent le texte. En fait, c'est drôle. Un jour, il n'y a pas très longtemps, c'était en France, c'était dans le sud de la France. J'ai fait une interview et il y avait une jeune femme qui s'appelle Alice Zeniter et qui faisait l'interview avec moi. Et Alice disait que c'était pas si facile de rencontrer ses lecteurs parce que l'impression que ça lui donnait, c'était qu'elle avait un enfant et que les gens l'habillaient avec d'autres vêtements qu'elle lui avait mis elle et il lui donnait d'autres prénoms qu'elle lui avait donnés. Et je me suis dit, mais c'est exactement ça. Et en même temps, elle dit, c'est plus réussi que ce que j'avais fait moi. Et donc, c'est l'impression que ça donne des fois. C'est que là, ce qui est génial, c'est que tu vas chercher des références aux magiciens d'Oz que moi, je n'avais pas imaginées, mais qui sont sans doute là, en vrai. Hein, tu vois, mais je ne veux pas les voir au moment où j'écris parce qu'encore une fois, ça deviendrait trop didactique. Donc, il faut absolument que ça reste, et c'est ça qui est très difficile à conserver, hein,
Ce qui est difficile à conserver, c'est cette candeur, cette illumination, ce voyage aveugle qu'on fait quand on écrit un texte. Il ne faut pas du tout l'analyser, parce que sinon, quand on l'écrit, parce que sinon ce serait terrible. L'avantage de ça, c'est que du coup, tu avances pendant 1 an, 2 ans, selon le temps que tu mets à écrire un texte de façon complètement aveugle. Et la chose qui est un peu étrange, c'est quand tu l'as fini, quand il faut que tu commences à en parler du roman à des libraires, à des journalistes, à tout un tas de gens. En fait, tu es tout démuni parce que tu n'as rien à dire. Alors que si tu y avais réfléchi tout le long de l'écriture du texte, évidemment, tu aurais des choses évidemment très, très intelligentes à dire sur la question. Donc, il faut que les choses se fassent. En fait, le trajet, tu as un trajet à faire avec le texte quand il est fini, quand il est écrit, pour toi reconstruire en fait la façon dont tu l'as écrit, dont tu l'as élaboré. Tu vois ? Ouais, tout à fait. Mais c'est intéressant qu'on parle de la candeur, parce qu'il y a une de vos héroïnes qui s'appelle quand même Vera Candida. Et puis, il est question de candeur dans ce roman-ci aussi. Est-ce que cette référence, cette fascination peut-être inconsciente pour la candeur, elle vient que tous vos romans prennent terre dans l'enfance, dans les contes, dans l'enfance qui, d'une façon ou d'une autre, problématique ou pas, a complètement déterminé leur existence? Est-ce que c'est vraiment lié à cette espèce d'état d'enfance qui est symbolisé par la candeur? Non, je sais pas, je pense que j'ai une grande confiance dans l'enfance souveraine. Il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans l'enfance. J'ai l'impression d'être toujours vraiment en phase avec ce que j'ai été enfant. Je pense qu'en fait, il y a certaines personnes qui coupent les ponts avec leur enfance parce qu'ils veulent les couper, mais qu'on peut les retrouver facilement, en fait, ces trajets, ces liens qu'on avait avec l'enfance. Et moi, je les ai jamais totalement perdus. Et j'adore regarder, voir, faire vivre des enfants, parce que ça me fascine leur rapport à la réalité, leur découverte de la réalité, leur découverte du monde. Et tout ça fait que cette enfance souveraine dont je parle, elle est très présente dans mes livres, et elle est le fondement même de la vie, évidemment, des personnages. Mais elle va être très, très visible, en fait. Alors, il y a aussi une petite phrase toute mignonne dans le livre qui dit que, je vais essayer de la retrouver, qui dit, je cite, qu'une femme a autant besoin d'un homme qu'un poisson rouge d'un sac à main. Et du coup, on pourrait se dire, voilà... C'est pas très mignon, j'aime bien, c'est une phrase toute mignonne. C'est une phrase qui est... Oui, mais elle est sympa, quoi. Ouais. Et du coup, ça fait un peu... voilà, le livre un peu tchoupi-tchoupi. Que... Et du coup, je me demandais si c'est pas avant tout un livre sur le désir et sur la séduction. Mais c'est une phrase qui était sur une affiche de mai 68, en fait. D'accord. Et du coup, qui est une phrase qui est sur qui est une phrase de féministe qui disent on n'a pas besoin d'eux, et voilà. Et que je trouvais extrêmement drôle, parce qu'elle est drôle, parce qu'en fait, c'est des féministes qui voient ça de façon très, très... Enfin, une façon assez drôle de voir les choses, évidemment, hein. Et du coup, ça m'amusait beaucoup. Elle est dans les premières pages du roman pour camper le personnage de Vera Candida, j'allais dire, de Maria Cristina. Je me suis servi de ça, c'est qu'elle a cette affiche en fait chez elle, et il y a écrit ça. Elle est chez elle, elle reçoit un coup de fil de sa mère, et elle est complètement désespérée de recevoir un coup de fil de sa mère, et elle lève les yeux, et elle voit cette affiche, ça la requinque un peu, et il y a écrit donc qu'une femme a autant besoin d'un homme qu'un poisson rouge d'un sac à main. Et moi-même, je trouvais ça assez drôle. Elle, je pense qu'elle trouve ça assez drôle pour se remettre en forme, en fait. Et donc, je pense que c'est lié... Oui, de toute façon, c'est un livre qui est aussi beaucoup lié à la relation des hommes avec les femmes, des femmes avec les hommes, comment on se positionne, comment... Il y a tout un tas de choses dans ce roman sur la façon dont cette femme qui décide de devenir écrivain va... vivre sa visibilité en tant qu'écrivain, sa notoriété. Comment on vit sa notoriété quand on est une femme. À un moment donné, il y a cette phrase, tout à l'heure j'étais à la radio, il y a un journaliste qui me l'a citée, il y a une phrase qui dit « Elle se demande comment être jolie sans être pute ». C'est une phrase qui... Enfin, c'est quelque chose c'est une question qu'on se pose quand on est une femme, on se demande, tiens, comment je vais faire avec ça? Comment je fais avec mon genre? Comment je vais faire avec, avec mon attirail à moi? Comment je vais l'assumer et comment je vais en faire
un atout plutôt que quelque chose qui va m'être tout le temps reproché. C'est-à-dire qu'on va me demander de légitimer ma place parce que je suis une femme. Donc il y a ça sous-jacent dans tout ce roman. Il y a la façon dont elle vit en fait sa féminité, cette Maria Christina Vehetonen, ouais. D'où la contextualisation du roman dans les années 70 en Californie, alors que, si je ne me trompe pas, souvent vos romans ne se situent pas dans un temps ou dans un lieu précis, il y a une espèce de flou. Oui, donc je pense que j'ai toujours été fascinée par les années 70. J'adore dire ça, parce qu'en France, on ne dit jamais les années 70. Donc là, je sais que je suis à Bruxelles. donc le fait de... La prochaine émission de radio que je fais, une émission de télé, je vous jure, je dis les années 70 au lieu des années 70, juste pour voir la réaction. Et donc le fait de placer ça à cette époque-là, dans ce lieu-là, c'était important pour moi parce qu'en fait, tout simplement, ce sont des années et un lieu qui ont été très importants pour moi dans mon édification personnelle, dans la façon dont je me suis construite, dans les nourritures que j'ai pu me trouver. J'ai lu énormément de romans qui se passaient à cette période-là. J'ai eu beaucoup d'écrivains qui avaient vécu les années 70 en Californie. J'ai vu beaucoup de films de cette période-là. Ça m'est très familier, alors qu'évidemment, je n'y étais pas en 76 en Californie. Mais c'est devenu un endroit pour moi qui est une espèce de... Voilà, d'autres endroits possibles. C'est ça qui est bien avec la littérature. C'est ça qui est bien aussi avec le cinéma. C'est qu'il y a d'autres endroits pour nous. Et ça, c'était un endroit tout à fait bien pour moi pour raconter l'émancipation de quelqu'un. C'est un très bon lieu d'émancipation quand même. Voilà. Je sais que vous êtes écrivaine, je sais aussi que vous êtes éditrice. Et je me demande comment on fait pour gérer ces deux casquettes à la fois, parce que je pense que vous faites quand même les deux à la fois. Comment vous faites pour qu'une activité ne phagocyte pas l'autre ? Parce que je me dis souvent qu'un libraire a du mal à devenir un bon écrivain parce qu'il lit tellement de bons auteurs que finalement, ça le bloque dans sa créativité. Non, ça bloque pas lire des bons écrivains. Il n'y a pas ce risque-là ? Ah non, alors je pense que lire des bons écrivains, ça bloque pas en vrai. Je pense que lire des mauvais écrivains, ça bloque. Peut-être. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à être éditrice en littérature française, ce qui m'a beaucoup angoissée, c'était lire des manuscrits. Je me disais, si je lis trop de manuscrits, je vais être colonisée. Par les mauvais, pas par le mauvais manuscrit, mais par le manuscrit un peu moyen, le truc un peu entre les deux. Et donc moi, quand je lisais, je suis quelqu'un qui lit énormément, mais quand je lisais pour moi, je ne lisais que des romans ou que de la littérature ou que des essais qui, en tout cas, pouvaient me nourrir. Donc j'avais l'impression qu'à chaque fois, je m'enrichissais. Sauf qu'à chaque fois que je lisais un manuscrit, c'est un peu comme les profs. Vous savez, il y a plein de profs, en fait, ils vous disent qu'ils commencent à faire des fautes d'orthographe à force de lire des copies pleines de fautes d'orthographe. Bah, il y en a plein qui vous disent ça. En effet, il y a une espèce, au bout d'un moment, de mouvement qui fait que vous êtes... c'est compliqué de s'en extirper. Et là, il pouvait y avoir... Moi, j'avais peur de ça. Alors, en l'occurrence, il ne s'est pas passé ce genre de choses, mais j'avais peur qu'il se passe ce genre de choses avant de le faire. Mais cela dit, au bout d'un moment, ça devenait compliqué d'être éditeur... et puis en même temps d'être auteur, donc être éditeur de littérature, de manuscrits. Hein. Donc maintenant, je suis éditrice, mais pour du poche. Donc je lis des livres qui sont déjà publiés, et je fais un choix dans ces livres-là, etc., des livres assez anciens, ou des livres récents d'ailleurs. Je m'occupe de poésie, je m'occupe de romans noirs, je m'occupe de romans classiques. Donc voilà, le partage est plus facile pour moi dans cette catégorie-là, parce que je crois que j'ai deux activités, en effet, c'est l'écriture et la lecture. Ouais, et donc, si je passe mon temps à lire des manuscrits un peu mous, ou un peu... voilà, et ben en fait, à la fin de la journée, j'ai moins d'énergie pour lire un bon livre, quoi. Et je me souviens, parce qu'en fait, quand j'ai commencé à être éditrice, je me suis dit, je recommence du début la recherche du temps perdu. Et je l'ai fait, hein. J'ai recommencé du début, je me suis dit, il faut absolument que j'ai je sais pas, une espèce de modèle, enfin pas un modèle, mais une espèce un fil à plomb qui correspondrait à qu'est-ce qui est vraiment très bien. J'avais peur en fait d'être pris là-dedans. Mais en fait, il y a plein d'éditeurs qui vous disent qu'en effet, c'est un vrai problème. C'est que à force de lire, quand on est éditeur, on lit jusqu'à 5 manuscrits par jour. Donc du coup, quand vous en lisez 5, vous faites des notes dessus, etc. 5 manuscrits qui sont pas si mauvais que ça, mais bon, voilà. En fait, ça peut être un peu encombrant, on va dire.
Et j'ai une dernière question avant de passer la parole aux personnes du public. C'est que la narratrice, je vous l'ai dit, raconte l'histoire de quelqu'un d'autre. Elle n'arrête pas d'interpeller le lecteur en disant, ben voilà, ce que je vais raconter, c'est des bribes, c'est une approximation. Et du coup, ça nous met vraiment, nous, lecteurs, comme un quatrième mur au théâtre. Et est-ce que cette façon de mettre en scène le procédé de l'écriture, ça représente votre propre projet et votre propre démarche d'écrivain? Est-ce que là aussi, vous êtes dans le... Voilà, je me laisse un peu envahir, je laisse la liberté totale au personnage. Non, je pense qu'en effet, c'était important. Pour un texte comme celui-là, je ne pouvais pas juste écrire l'histoire, l'itinéraire d'un personnage comme Maria Christina Vatanen. Il fallait absolument... Ce qui m'intéressait, c'était la façon dont ça allait être raconté. C'était la posture de celui qui raconte, celui qui fait le récit, celui qui fabrique le récit. Il fallait créer un narrateur, nécessairement. Donc tout ça, ce sont des choses qui m'intéressent dans la façon dont je construis une fiction. Je ne vais pas la construire de A à Z. Je ne vais pas raconter l'histoire de Maria Christina Vatanen de sa naissance à sa mort. Ce qui m'intéresse, c'est de commencer. Elle a 30, 31 ou 32 ans, on ne sait pas exactement. Elle reçoit un coup de fil de sa mère. Sa mère lui dit « rentre tout de suite au pays », dans lequel elle n'est pas allée depuis 15 ans. Et maintenant, il faut que tu rentres parce que tu dois récupérer ton neveu. Et là, il y a Maria Christina qui, du coup, va replonger dans sa propre histoire. Et donc là, on retourne dans la préhistoire de Maria Christina. Et donc, on a des mouvements comme ça, des ressacs dans l'histoire de ce personnage-là. C'est ça qui m'intéresse, c'est la façon dont ça se reconstruit, en fait, une existence et la façon dont quelqu'un va raconter cette existence. Est-ce que quelqu'un du public a une question à poser? Eh bien non. Eh bien non. Mais écoutez, avant de vous laisser venir ici pour dédicacer vos ouvrages ou tout simplement parler à l'auteur, si vous ne l'avez pas encore acheté, faites-le, parce que c'est juste un super beau roman, bien écrit, plein de fantaisie, enfin le genre de roman qu'on a envie de lire en fait, qui fait du bien, mais pas qui fait du bien gnangnan, qui fait du bien parce que voilà, ça vous nourrit et que ça vous apporte quelque chose. Mais ils sont tous comme ça. Donc allez-y, prenez-les tous. Et puis profitez surtout de l'occasion qu'on a ce soir. Offrez-le, tout ça, c'est ça? Voilà, la panoplie complète. Et profitez de la chance qu'on a ce soir, qu'elle soit auprès de nous, pour lui poser plein de questions, pour lui demander plein de choses. Et encore de ma part, mais aussi de plein de gens de l'équipe qui vous aiment beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Ouais.